l'encontre du climat sont vraiment essentielles pour effectivement changer les états d'esprit, mais également conduire à des actions qui seront prises à l'issue de tout cela. Là où le climat est généralement traité par des régulateurs, un peu en top-down, finalement le fait que des entreprises comme Getlink se saisissent du sujet et proactivement commencent à réfléchir à comment s'organiser autour des enjeux fondamentaux de la transition climatique est très intéressant. Il faut bien garder en tête que mener des projets verts, en général, coûte plus cher que de mener des projets bruns. Et donc, se pose une question, oui, on a des surcoûts, est-ce qu'en face, on a aussi des avantages financiers, notamment en ce qui concerne le coût de notre capital? Ce à quoi on pourrait s'attendre pour le futur, c'est plutôt une rentabilité un peu plus faible et donc un coût du capital un peu plus faible pour les entreprises vertes que pour les entreprises brunes. Le gros enjeu dans les prochaines années, ça va être de se dire comment est-ce que les investisseurs et en face d'eux, les entreprises notamment cotées, vont se saisir de cet enjeu, vont être capables de calculer lorsqu'ils investissent comme Getlink sur 40-50 ans, quel est l'impact de la transition sur leurs propres investissements, sur leur coût du capital. Clean Energy a perdu de la valeur cette année. Quand on regarde l'indice, il perd énormément de valeur. Cependant, quand vous regardez le coût de capital des énergies clean, donc des énergies vertes, ce coût a continuellement baissé depuis 2019. Il y a beaucoup en fait d'incertitudes autour de ces préférences climatiques même des investisseurs ou des consommateurs, comme l'indiquait Estelle. Et donc ça crée une incertitude, et c'est une incertitude qui, peut-être que dans un monde, dans les modèles des années 60, on pouvait penser qu'on pouvait diversifier ce risque-là de manière assez facile. Mais en fait, on se rend compte, avec les recherches un peu plus récentes des années 90-2000, qu'il y a beaucoup de limites à la diversification. À la question, est-ce que la boîte à outils de la finance suit? Ma réponse est non. Là, il y a un gap à combler entre les pratiques antérieures et le MEDAF. On le sait depuis longtemps qu'il n'est pas satisfaisant. On sait depuis longtemps qu'il regarde en arrière et c'était déjà un problème. Il avait malgré tout le bon goût d'être good enough en franglais. C'est-à-dire qu'il n'était pas parfait, mais finalement il est assez simple à mettre en œuvre. Il faut qu'on trouve le MEDAF 2.0 dans un monde décarboné. Donc il y a aujourd'hui besoin pour les praticiens d'un nouvel outil. Et donc oui, c'est un appel à toutes les bonnes volontés pour essayer de l'établir et d'avoir quelque chose de satisfaisant pour tous.